Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ce matin avec donc la délégation régionale de France Asso Santé pour ce webinaire consacré au programme Quality Rights. On aura la chance ce matin d'être accompagné de Charlotte Glemarec du CCOMS qui va nous présenter ce programme. De Vincent Marquibio, représentant des usagers et observateurs Quality Rights, et Annie Windels, représentant des usagers et observatrices Quality Rights, qui vont pouvoir nous présenter aussi leur témoignage et leur expérience, à la fois de représentants des usagers et d'observateurs dans le cadre de ce programme. Donc on va pouvoir démarrer ce webinaire ce matin pour vous présenter de plus en détail ce webinaire. Pour ceux qui auraient déjà pu y assister, on avait proposé quelque chose d'assez semblable il y a un an au sein de la délégation pour présenter une toute première fois le programme. Et aujourd'hui, on va pouvoir faire un petit point d'étape un an après sur le développement du programme en région. Pour ceux qui n'ont pas complètement pu prendre connaissance des consignes, pour rappel, en tant que participant à ce webinaire, donc vous n'avez ni caméra ni micro activé, mais vous pouvez tout à fait poser vos questions et dialoguer donc avec les intervenants d'aujourd'hui via les bandeaux questions et chat qui sont en bas à droite de votre écran, qui vous permettent de poser toutes vos questions et de pouvoir discuter avec nous aujourd'hui. Donc n'hésitez vraiment pas à intervenir. Plusieurs temps de questions et réponses sont prévus tout au long de la matinée, à la fin des présentations de chacun. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. L'objectif est vraiment d'avoir un temps interactif. Je vous souhaite à tous un très très bon webinaire et vraiment profitez-en pour vous acculturer à ce programme qui je pense est très intéressant, en particulier pour vous les représentants des usagers. Je vais laisser la parole à Charlotte Glemarec qui va nous le présenter. Donc bienvenue avec nous Charlotte et c'est à toi. Merci. Alors, je vais vous présenter un PowerPoint. Voilà, merci Maureen. Oui, merci de me laisser la possibilité de présenter une nouvelle fois ce programme Quality Rights. Donc ce programme, en fait, il est porté par le Centre collaborateur de l'OMS pour la recherche et la formation en santé mentale. Le CCOMS, donc pour vous préciser, c'est un service à part entière de l'EPSM Lille Métropole. Et donc, en tant que CCOMS, on est mandaté par l'Organisation mondiale de la santé pour mettre en place certaines activités et certains programmes, dont le programme Quality Rights. Donc, le programme Quality Rights, c'est une initiative de l'OMS qui date de 2012 et le CCOMS le met en place en France depuis 2017. On essaye également de le développer à l'international dans certains pays francophones. Et donc, ce programme, il repose sur un texte socle qui est la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes en situation de handicap, la CIDPH. Et ce programme vise à promouvoir les droits des personnes usagères des services et les pratiques orientées rétablissement au sein des services de psychiatrie adultes, puisque pour le moment, le programme Quality Rights et les observations Quality Rights, elles se concentrent plus spécifiquement donc sur les établissements, sur les services de psychiatrie adultes. Et donc, ce texte fondateur, qui est la CIDPH, c'est finalement un texte qui reste assez peu connu. Il a été ratifié par la France en 2010, mais c'est vrai que depuis 2010, sur le terrain, que ce soit les professionnels de santé, les établissements, c'est vrai que ce texte il reste peu connu. Et donc, finalement, ça pose la question de son application concrète, de comment on fait concrètement au sein d'un établissement et plus particulièrement au sein des services de santé mentale pour appliquer et respecter les principes qui sont portés par ce texte. Et donc, c'est l'un des objectifs de ce programme Quality Rights qui est de proposer donc une méthodologie d'observation à des établissements volontaires.
Je reviens un peu en arrière pour vous préciser aussi un peu les différentes échelles de déploiement de ce programme par le CCOMS. Donc, à la fois à l'international, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec des actions spécifiques dans certains pays francophones, donc très récemment la Côte d'Ivoire par exemple. On se déploie donc également à l'échelle nationale depuis 2017 et là en ce moment également à l'échelle nationale, on lance en fait un programme de recherche dans le cadre d'un PREPS. Donc ce programme de recherche, il s'appelle ECAR et en fait il vise à mesurer, à évaluer l'impact d'une observation quality rights dans un établissement, dans un service de psychiatrie. Et donc l'idée c'est de comparer en fait deux bras. Un bras intervention, donc constitué de 5 établissements qui bénéficient d'une observation quality rights, et un bras contrôle, donc 5 autres établissements qui, eux, ne bénéficient pas d'une observation quality rights pendant la durée du programme de recherche. Et donc, on espère que la comparaison de ces deux bras, intervention et contrôle, vont nous permettre de mettre en évidence les impacts concrets d'une observation quality rights au sein d'un établissement. On essaye également de se déployer activement à l'échelle de la région Hauts-de-France, puisque donc on a obtenu un financement dans le cadre d'un FIOP. Et l'objectif pour nous est donc de tester un modèle de déploiement régional dans les Hauts-de-France. Et l'idée est donc de tirer les leçons de qu'est-ce qui fonctionne bien et qu'est-ce qui fonctionne moins bien pour déployer le programme Quality Rights au sein d'une région. Et l'idée, c'est donc d'en tirer des conclusions pour peut-être pouvoir répliquer ce modèle de déploiement régional dans d'autres régions françaises. Voilà pour les différentes échelles de déploiement du programme. Et donc, maintenant, je vais vous expliquer un peu plus concrètement en quoi consiste une observation Quality Rights et comment ça se déroule. Donc, il faut savoir, la première chose à savoir concernant les observations Quality Rights, c'est que c'est toujours une démarche volontaire de la part d'un établissement. C'est-à-dire que nous, on ne vient pas imposer une observation Quality Rights à un établissement. On se distingue donc des démarches de certification de la HAS ou des contrôles du CGLPL, même si on peut trouver certaines similarités, complémentarités avec les démarches HAS et du CGLPL. Nous, voilà, on s'inscrit vraiment dans une démarche volontaire. Donc, c'est un établissement. C'est donc un établissement, donc très souvent cadre sup, chef de pôle, parfois également des membres de la direction, souvent de la direction qualité, qui vont en fait solliciter l'équipe du centre collaborateur de l'EMS pour pouvoir organiser au sein de leur établissement une observation Quality Rights. Et donc l'objectif de cette observation, c'est de remettre en fait à l'établissement ce qu'on appelle un rapport d'étonnement. Donc c'est-à-dire un rapport qui va proposer une synthèse des constats qui vont être formulés par l'équipe d'observateurs sur place. Et à la fin du rapport, on propose également des pistes d'amélioration concrètes qui pourraient être mises en place par les équipes de soins au sein de l'établissement. Et donc, le CCOMS s'engage à ne pas publier le rapport. On considère en fait ensuite que ce rapport, c'est vraiment un outil interne au sein de l'établissement. Et donc, voilà, les équipes peuvent s'en saisir comme un document de travail ou une feuille de route pour mettre en place ensuite des changements concrets au sein de l'établissement. Ce qui est aussi important de savoir, c'est que suite à une observation Quality Rights, on ne décerne pas en fait de label ou de certification, puisqu'en fait après une observation Quality Rights, c'est pas la fin de l'histoire, c'est vraiment le début en fait d'un processus. Après une observation, en fait, c'est aux équipes de soins de s'emparer du rapport, des différents constats et des différentes pistes de recommandation pour faire évoluer dans le temps leur pratique. Donc, c'est vraiment, à partir de l'observation Quality Rights, c'est vraiment un processus qui s'amorce. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne décerne pas
un label à la fin de l'observation. Alors concrètement, donc avant l'observation, comme je vous l'expliquais, c'est un établissement qui contacte donc l'équipe du centre collaborateur de l'OMS, et donc on va avoir plusieurs temps d'échange avec l'équipe de l'établissement. Donc notamment un point très important, c'est pour en fait définir le périmètre, l'échelle de l'observation. On va donc discuter, c'est très souvent avec chef de pôle, cadre supérieur et éventuellement la direction, de quels services en fait vont être concernés par l'observation Quality Rights. Est-ce qu'on va se concentrer sur les unités d'hospitalisation, soins libres, soins sous contrainte, est-ce qu'on intègre un hôpital de jour, est-ce qu'on intègre d'autres dispositifs ambulatoires comme les CMP ou des équipes mobiles. Donc on discute en fait ensemble de cette échelle, du périmètre de l'observation, et donc on essaye de co-construire ça avec les équipes. Ensuite, ce qui est important aussi avant l'observation, c'est de constituer donc une équipe d'observateurs. Donc une équipe d'observateurs, c'est minimum 6 personnes. En général, une équipe d'observateurs Quality Rights, c'est 8 personnes. On peut monter jusqu'à 10 personnes selon en fait le périmètre de l'observation, pour s'adapter en fait à l'échelle de l'observation. Et donc, pour constituer cette équipe d'observateurs Quality Rights, on a un cahier des charges assez précis. Le premier critère, c'est la pluridisciplinarité des profils. On cherche en fait à avoir des profils variés au sein de l'équipe d'observateurs pour vraiment essayer de croiser les regards, les expériences et les points de vue. C'est ça qui va nous permettre d'obtenir en fait un regard pertinent et enrichissant en fait sur ce qu'on va observer dans les services. Et donc à chaque fois, systématiquement, au sein d'une équipe d'observateurs Quality Rights, vous allez avoir un expert d'expérience, en fait 2 experts d'expérience. Tout d'abord, un usager ou ex-usager d'un service de psychiatrie et un proche aidant. Donc ça, ces 2 profils, c'est systématique au sein d'une équipe d'observateurs Quality Rights. Ensuite, vous allez avoir différents professionnels de santé. Donc, en général, un psychiatre, un cadre sup, et à ces profils peuvent s'ajouter d'autres professionnels de santé comme IDE, donc infirmiers de pratique avancée également des psychologues peuvent rejoindre l'équipe d'observateurs. On a aussi des profils plus de type directeur d'établissement. Et à cette équipe s'ajoute donc 1 ou 2 chargés de mission du CCEMS qui sont vraiment en charge donc d'organiser en amont l'observation, et puis au moment de l'observation sur place, sur site au sein de l'établissement, de coordonner également l'organisation de cette observation. Donc ça, c'est le premier critère, c'est voilà, des profils variés au sein de l'équipe d'observateurs. Le deuxième critère, c'est que les personnes qui vont participer à cette observation ne connaissent pas l'établissement en question. Donc, c'est-à-dire si par exemple un usager a déjà été hospitalisé au sein de ce service, il ne pourra pas participer à cette observation. Et si un professionnel a déjà travaillé au sein de l'établissement où va se passer l'observation, il ne pourra pas non plus participer à l'observation. L'idée, c'est d'avoir en fait un regard neutre sur l'établissement et les services au sein desquels va se dérouler l'observation Quality Rights. Et enfin, on a un dernier critère, c'est essayer de trouver en fait un équilibre au sein de l'équipe d'observateurs entre les profils d'observateurs expérimentés, aguerris, c'est-à-dire ceux qui ont déjà en fait participé à plusieurs observations, et les observateurs novices, c'est-à-dire les observateurs pour lesquels c'est la première observation. C'est important pour nous d'avoir cet équilibre-là entre profils novices et aguerris, puisqu'en fait, les observateurs ou observatrices expérimentés vont pouvoir apporter des conseils en fait aux observateurs ou aux observatrices novices. Voilà pour l'équipe. Pour la constitution de l'équipe d'observateurs et d'observatrices.
Ensuite, donc, avant l'observation, on propose également une réunion d'information à destination des équipes de soins pour leur expliquer concrètement comment va se passer l'observation sur place et puis pour parfois essayer aussi de désamorcer quelques appréhensions possibles des équipes de soins, puisque même si on précise bien qu'il s'agit d'une observation et pas d'un audit ou d'un contrôle, ça peut tout de même quand même générer quelques questions au sein des équipes de soins. Donc, c'est important d'avoir avant l'observation un temps d'échange avec eux pour répondre à leurs questions. Et avant l'observation, on fait également un point avec l'équipe d'observateurs pour notamment leur présenter le périmètre de l'observation et discuter avec eux de la répartition des différents observateurs et observatrices dans les différents services qui sont concernés par l'observation. Ensuite, donc, vient le temps de l'observation sur site au sein de l'établissement. Donc, une observation, ça dure 3 jours. Les 2 premiers jours sont vraiment consacrés à l'immersion dans les services. C'est-à-dire qu'on va pouvoir être dans les services pour observer différentes choses, des choses très concrètes, par exemple comme les informations qui sont affichées dans la salle d'attente. On peut demander de visiter une chambre d'hospitalisation pour regarder un peu la propreté, le confort de la literie, etc. Faut noter aussi qu'on partage en fait avec les usagers le temps du déjeuner, puisque dans notre méthodologie d'observation, on a des critères qui portent précisément sur la nourriture, la qualité de la nourriture qui est proposée aux personnes hospitalisées. Donc voilà, on a vraiment cette partie immersion où on va pouvoir observer des éléments très concrets, très pratiques au sein des services. Et à cette partie immersion s'ajoute pendant les 2 jours dans les services la partie entretien. Donc, c'est sur la base du volontariat qu'on va proposer pendant l'observation des entretiens à la fois aux professionnels de santé volontaires des services, aux personnes usagères et, si possible, à leurs proches. Par exemple, s'il y a des temps de visite qui sont organisés au sein du service, on peut profiter de ce temps pour proposer un entretien aux proches des personnes qui sont hospitalisées. Donc, ces entretiens ils durent en moyenne 45 minutes et ils sont anonymisés. En fait, au sein du rapport, on va pouvoir citer des extraits d'entretien, insérer des extraits d'entretien qu'on appelle des verbatims, mais on les anonymise. On précise juste dans le rapport si c'est un professionnel, un usager ou un aidant qui parle. Voilà. Et ensuite, donc ça c'est pour les 2 jours d'observation. Et le 3e jour d'observation, l'équipe d'observateurs va se réunir et en fait va passer la journée à coter les différents critères de notre grille en fait méthodologique Quality Rights. Et donc suite à cette dernière journée de cotation, donc c'est vraiment une cotation qu'on veut collégiale. Hein. Le but, c'est que tous les membres de l'équipe d'observateurs puissent donner leur avis sur ce qu'ils ont constaté et donc sur la cotation des différents critères. Et donc, suite à cette observation, les chargés de mission du centre collaborateur de l'OMS vont se charger en fait de la rédaction du rapport. On propose à l'équipe d'observateurs et d'observatrices de relire une première version du rapport pour voilà s'ils ont des modifications ou des apports à ajouter. Et ensuite, on propose en fait à l'établissement une restitution sur site où en fait on va présenter aux équipes une synthèse de nos constats et de nos pistes de recommandations. Et on propose également maintenant aussi à 6 mois aux établissements un rétex, un retour d'expérience à 6 mois. L'idée est de discuter avec eux de qu'est-ce qu'ils ont déjà pu mettre en place comme action concrète ou comme changement au sein de leur service suite à une observation Quality Rights. Donc, je vous parle depuis tout à l'heure de notre méthodologie d'observation. Donc, cette méthodologie d'observation,
elle se base en fait sur une grille de critères qui sont regroupés en 5 grandes thématiques que vous voyez ici. Et donc, ces 5 grandes thématiques, en fait, elles nous permettent, pendant l'observation, d'échanger avec les personnes qui acceptent un entretien et donc d'échanger sur une grande diversité de thématiques. Donc, pour la thématique 1, ça va être des questions très concrètes, très pratiques sur concrètement les conditions d'hospitalisation des personnes. Le thème 2 porte sur le meilleur état de santé physique et mental possible. Donc là, ça va être notamment sur l'offre de soins qui est proposée aux personnes usagères de ces services. Le thème 3 va davantage porter sur la capacité juridique et le soutien à la prise de décision des personnes hospitalisées. La thématique 4 va aborder donc notamment les pratiques de contention et d'isolement au sein des services qui participent à cette observation. Et la thématique 5, donc là, on va davantage en fait explorer les liens, les partenariats entre l'établissement en question et tous les partenaires extérieurs en ce qui concerne le logement, l'emploi, les loisirs, etc. Donc, essayer de creuser un peu la question des liens entre l'hôpital et tous les acteurs extérieurs. Et donc ici, vous avez quelques exemples qui apparaissent des 116 critères qui composent en fait notre grille d'entretien. Donc, comme je vous l'expliquais à l'instant, ça balaye en fait des thématiques qui sont très variées. Donc, avec par exemple le premier critère, les personnes usagères des services sont libres de décider de leur heure de lever et de coucher. Donc là, quand on me pose cette question, ça va être l'occasion pour nous de creuser un peu cette question de la liberté de lever et de coucher. Par exemple, est-ce que si une personne usagère du service se lève plus tard, est-ce qu'elle va pouvoir quand même avoir accès à un petit déjeuner ou non? L'heure du coucher, ça va par exemple nous permettre de creuser la question si les usagers sont en train de regarder un film et que le film n'est pas terminé à 23 heures, est-ce que vous coupez tout de suite la télé ou est-ce que vous leur permettez quand même de voir la fin de leur film? Voilà, ça peut être des questions très concrètes qui portent sur les conditions d'hospitalisation. Si je prends un autre exemple parmi les critères qui sont affichés à l'écran, voilà le critère 3.3.2, une information claire et compréhensible sur les droits des usagers est donnée à la fois sous forme écrite et orale. Donc là, on va un peu creuser la question du livret d'accueil qui peut être remis ou non aux personnes hospitalisées, savoir si ce livret d'accueil comporte une information claire sur les droits, savoir s'il leur est expliqué de façon orale, s'il y a un temps d'échange qui est organisé dans le service pour leur expliquer clairement cette question des droits. Donc voilà, c'est vraiment des critères qui sont très variés et qui nous permettent pendant l'observation d'explorer des thématiques très variées. Ce que je voulais aussi souligner, c'est que l'objectif pendant un entretien avec une seule personne, c'est évidemment pas d'explorer l'intégralité des 116 critères. On essaye en fait de sélectionner certains critères, certaines thématiques selon le profil de la personne en face de nous pendant l'entretien. Ici, vous avez un récapitulatif du déroulement d'une observation Quality Rights. Je pense que j'ai déjà précisé l'organisation générale des 3 jours sur place. Voilà, le déjeuner avec les usagers. Et puis aussi, oui, un élément que je n'ai pas évoqué, c'est qu'on essaye également, lors de l'observation, de rencontrer les équipes de nuit sur place. Donc souvent, le premier jour de l'observation, le soir de l'observation, on retourne sur site dans les services pour participer, par exemple, aux transmissions des équipes et puis proposer un entretien aux professionnels volontaires de l'équipe de nuit. Donc voilà, jour 1 et 2, immersion, entretien. On peut également participer à des activités qui sont proposées ces jours-là aux personnes hospitalisées dans les services. Et le jour 3, la journée de cotation.
Alors là, je ne sais pas si vous voyez très très bien, c'est pas forcément très lisible, mais en fait, avant l'observation, on essaye de demander au cadre des différents services, des différentes unités, de nous transmettre un pré-planning où en fait sont prépositionnés certains entretiens de professionnels de santé qui sont volontaires et également nous indiquer sur ces pré-plannings les temps de réunion, les temps de transmission entre équipes auxquels on peut participer et également le planning des activités qui sont proposées aux personnes hospitalisées sur ces 3 jours d'observation. Là, vous avez en fait une capture d'écran de notre guide d'entretien. Donc, c'est le guide d'entretien que l'on utilise pendant l'observation pour mener les entretiens avec les personnes volontaires. Donc, vous voyez, en fait, les critères sont rappelés. Et puis, vous avez en vert, en bleu et en rouge certains éléments. Alors, certains éléments, ça peut être des éléments de facilitation pour aider en fait à l'appropriation du guide d'entretien, notamment pour les observateurs novices. Et puis en rouge, par exemple, des éléments très importants qui est intéressant de creuser pendant les entretiens. Et donc, je parlais de la fameuse journée de cotation. Donc, ici, en fait, vous avez un exemple de comment va apparaître la cotation dans le rapport. Et là, vous avez un exemple, en fait, de thématique qui a été entièrement cotée. Donc, la première chose, c'est que vous voyez que c'est pas un système de notation binaire, c'est bien, c'est pas bien. C'est un petit peu plus nuancé que ça. Donc, vous avez en vert un critère pleinement rempli, en bleu un critère partiellement rempli, en jaune orangé démarche initiée et en rouge démarche non initiée. On peut également coter certains critères non applicables, par exemple si certains critères ne s'appliquent pas en fait au service ou à l'établissement où on réalise l'observation. Et pour les non cotés, c'est parfois certains critères qu'on n'a pas eu le temps d'explorer pendant l'observation. Et donc l'idée, l'objectif de la journée de cotation, la 3e journée avec l'équipe d'observateurs, c'est d'arriver à se mettre d'accord pour chaque grand thème, donc sur les 5 thèmes, à se mettre d'accord sur donc une cotation. Donc en fait, on essaye de reprendre un par un chaque critère et de coter de façon collégiale les différents critères. Ici, vous avez un exemple de ensuite comment ça va apparaître nos constats, la cotation et les verbatims au sein du rapport. Donc, au sein du rapport, le critère est toujours rappelé. Il y a donc le critère qui est coté. Donc là, vous voyez que le critère il a été coté bleu. Vous avez ensuite un paragraphe assez succinct qui permet de faire un constat de ce que l'équipe d'observateurs a pu observer pendant l'observation. Et vous avez ensuite une série de verbatims, donc des extraits des entretiens qui permettent en fait d'illustrer notre propos. Et donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, on précise s'il s'agit d'un professionnel, d'un usager ou d'un aidant qui parle. Donc, P entre parenthèses, comme vous pouvez le voir pour professionnel, et U entre parenthèses pour usager. C'est quand même intéressant mais important de préciser s'il s'agit d'un professionnel, d'un usager ou d'un aidant qui parle, puisque si on ne le précise pas, ça peut, on perd un peu des éléments, ça peut perdre un peu de la portée de la citation. Et donc, également dans le rapport, on va en fait formuler, à partir des constats qu'on a fait pendant l'observation, différentes pistes d'amélioration qui peuvent être mises en place au sein des services. Donc là aussi, ces pistes d'amélioration, elles se veulent très concrètes, très pratiques, et on essaye de les personnaliser au maximum par rapport à chaque établissement et à chaque observation que l'on réalise. Donc là, par exemple, pour vous donner un exemple, la première piste d'amélioration, proposer aux usagers au cours de leur hospitalisation des temps de sensibilisation sur les droits des personnes ayant un problème de santé mentale. Ceux-ci peuvent être animés dans le service par des associations d'usagers. Voilà, pour vous donner un exemple de qu'est-ce qu'une piste d'amélioration qui peut être proposée dans un rapport d'observation Quality Rights. Là, sur cette diapo, vous avez un état des lieux qui n'est pas tout à fait actualisé puisqu'il date de l'année dernière, de juin 2024. Mais pour vous donner un peu une idée du nombre d'observations qui ont déjà été réalisées depuis le
le lancement du programme en France. Et puis aussi vous indiquer que actuellement on a plus de 250 observateurs qui ont été sensibilisés, formés à la méthodologie d'observation Quality Rights à l'échelle française. Et donc, voilà, c'est des observateurs qu'on peut solliciter dans toute la France pour participer à une observation Quality Rights. Les bénéfices attendus, donc là, comme je vous l'ai expliqué en début de présentation, on a un programme de recherche, le programme ECAR, qui, on l'espère, va permettre de mettre en évidence de façon plus rigoureuse et scientifique les bénéfices concrets d'une observation Quality Rights au sein des services. Mais déjà, de ce qu'on peut retirer de notre expérience des observations Quality Rights jusqu'à présent, c'est que ça apporte certains bénéfices d'abord aux personnes usagères des services. On espère qu'une observation Quality Rights, ça permet d'améliorer l'information des personnes usagères des services et également leur participation à l'organisation des soins au sein des services. Concernant les professionnels de santé, on espère que voilà, les rapports Quality Rights leur permettent d'avoir des pistes d'action concrètes et puis peut-être aussi que ça leur permet d'apporter davantage de sens à leur travail suite à une observation Quality Rights, ou en tout cas de réfléchir davantage à leur pratique professionnelle. Pour la direction des établissements, ça peut être également important, les observations et ensuite les rapports Quality Rights, puisque ça peut leur permettre en fait de nourrir leur réflexion sur le projet d'établissement. Et donc, voilà, par exemple, nos pistes d'amélioration, ça peut venir leur donner des idées par rapport à ce projet d'établissement. Et enfin, on a remarqué, notamment dans les Hauts-de-France, avec le déploiement du programme Quality Rights dans les Hauts-de-France, que ce projet il permet également de mettre en lien, de faire du lien entre certains acteurs du territoire. Nous, on travaille par exemple beaucoup avec les PTSM, donc les projets territoriaux de santé mentale, pour en fait relayer l'information sur le programme au sein du territoire. Donc on pense que ça permet de faire du lien entre les acteurs dans les régions où sont mis en place le programme. Voilà, et ici, en termes de conclusion, oui, ce que je voulais rappeler, c'est vraiment cette démarche volontaire d'un établissement qui caractérise vraiment le programme Quality Rights. Donc, c'est des établissements volontaires qui demandent, qui nous sollicitent pour organiser une observation. Ce qui est intéressant aussi lors d'une observation Quality Rights, c'est qu'on va pouvoir proposer à l'établissement une grille de lecture globale. Ça permet aussi de faire participer effectivement les personnes concernées, puisqu'en fait, comme je l'ai expliqué, systématiquement au sein d'une équipe d'observateurs, on va avoir des personnes concernées, usagers ou ex-usagers des services de psychiatrie. Et puis, donc, ça permet de donner des idées de changement et de pistes d'action à différents niveaux au sein de l'établissement, au sein des différents services. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je pense que de toute façon, on vous transmettra cette présentation. Et donc ici, vous avez des liens vers différentes ressources si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur le programme Quality Rights. Et donc, notamment, on a en fait un e-training de l'OMS, un MOOC en fait, gratuit, accessible en ligne et en français. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller regarder. Il y a différents contenus intéressants sur voilà, le respect des droits des personnes usagères au sein des services de psychiatrie. Voilà pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Merci Charlotte. Il y avait déjà une question à laquelle tu as répondu concernant la mise à disposition du diaporama. D'accord, oui. Alors moi j'ai une question et après je prendrai peut-être les questions du chat.
quand vous parlez de la restitution sur site, ça se fait donc immédiatement après les 3 jours d'observation ou il y a un petit délai entre deux? Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Il y a un délai. En fait, la restitution, on le fait après avoir remis le rapport rédigé. Et donc, en général, après l'observation, donc on se met à la rédaction du rapport. Donc, la rédaction du rapport, la durée, elle est variable, mais on va dire que la restitution, elle se fait entre 2 et 3 mois après l'observation. Donc, on revient sur site pour la restitution 2 à 3 mois après l'observation en général. D'accord. Et donc, pour aller plus loin, entre la sollicitation, la constitution de l'équipe, les 3 jours d'observation et le rétex, finalement, ça peut être une démarche qui va couler sur 1 an, c'est ça Alors, c'est très variable. Parfois, en fait, on va avoir un établissement qui nous contacte et ensuite le processus de validation en interne pour vraiment bien acter qu'il va y avoir une observation, ça peut prendre plus ou moins de temps selon les établissements. Ça dépend un peu, en fait, du type de profil et de la porte d'entrée qu'on a au sein de chaque établissement. Mais c'est vrai que c'est un processus assez long, en fait, entre la demande, la sollicitation par un établissement et le rétex. Donc, oui, je pense qu'en moyenne, on doit être à peu près sur 1 an pour l'entièreté du processus. Ok, merci. Alors, je vais essayer de reprendre les quelques questions que j'ai pu voir dans le chat. Alors, il y a déjà des réponses qui ont été apportées en partie par Annie en réponse. Mais donc, alors, tu as montré une carte, mais on avait une question sur la liste des établissements engagés dans le programme, si elle existait quelque part. Alors, nous, on a une liste en interne. Enfin, c'est un tableau, en fait, Excel des établissements qui ont déjà bénéficié d'une observation Quality Rights. À voir si je peux, en effet, diffuser cette liste. Et sinon, oui, je ne l'ai pas forcément précisé, mais jusqu'à présent, dans les Hauts-de-France, donc je peux vous citer en fait les établissements dans les Hauts-de-France qui ont déjà bénéficié d'une observation Quality Rights. Donc, il y a le CH de Lens, la MJEN à Lille, la clinique Aloïs Corbaz. Ensuite, pour l'EPSM Lille Métropole, donc les secteurs 59G09 et 59G10, le secteur 59G20. Et à venir pour cette année, on va pouvoir organiser d'autres observations Quality Rights dans les Hauts-de-France. Donc, il va y avoir très prochainement, en fin février, une observation au sein de l'EPSM Val de Lys-Artois. Il y aura une nouvelle observation début mars au sein de l'EPSM Lille Métropole. Donc là, ça concernera le secteur 59J07. Et en juin, on a également une observation prévue au sein de l'EPSM de l'Oise, donc plus particulièrement au sein du service pathologie résistante. Et on a également des contacts, donc les dates ne sont pas forcément encore fixées, avec le CH de Fourmies et également avec le centre Syntex-Supéry, qui est un centre du groupe UGCAM situé près de Lens. Donc voilà, pour vous donner un peu une idée, un panorama, en tout cas pour les Hauts-de-France. Ok, alors j'ai en réponse à la liste que tu viens de donner, en disant que c'est beaucoup de structures publiques, finalement assez peu de privées. Oui, c'est vrai qu'on a davantage, on a en majorité des structures publiques qui nous sollicitent, en majorité, oui. Ok. Alors, quelque chose auquel j'ai déjà un peu répondu dans le chat, mais tu as utilisé l'acronyme CGLPL, oui. qui a généré quelques questions dans le chat, puisqu'il n'est pas forcément connu. Oui, merci de l'avoir précisé. Et est-ce que tu peut-être juste expliquer, puisque je pense que pour des gens qui ne sont pas forcément sur la psychiatrie ou un peu moins aguerris, je vais reprendre ton terme, la mission du CGLPL est peut-être un peu moins connue que celle de l'HAS et de la certification. Oui, alors ce que je peux vous dire sur ces contrôles du contrôleur général des lieux de privation et de liberté, il s'agit en fait de contrôles inopinés. C'est-à-dire que les établissements, les services en question
ne sont pas informés en fait que ce contrôle va avoir lieu. Ils sont vraiment prévenus de ce contrôle un peu au dernier moment. Souvent ces contrôles peuvent être plus ou moins mal vécus par les équipes de soins, puisque contrairement à nous, notre démarche Quality Rights, les rapports publiés par le CGLPL sont publics. Et donc, suite à un rapport qui peut être un peu compliqué, suite à un passage un peu compliqué du CGLPL, les rapports peuvent être, par exemple, publiés ou repris par certains médias. Voilà, donc ce qui fait que ça peut être assez mal vécu quand ça se passe mal, en tout cas par certains établissements et par certaines équipes de soins. C'est ce qui nous distingue principalement de ces démarches HL, CGLPL. C'est le volontariat et on publie pas en fait les résultats dans les rapports. Voilà. Ok, merci. Alors moi j'avais une question et Annie, on l'a déjà un petit peu balayé, mais sur la possibilité d'aller sur des structures qui ne font pas d'accueil physique, donc des structures de domicile, peut-être de l'HAD. Et moi j'étendrai cette question, donc à quel type de structure s'adresse le programme? Alors, les observations Quality Rights, c'est dans les établissements de santé mentale, psychiatrie adulte. Voilà. Notre méthodologie, le guide d'entretien, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de critères qui concernent plus, on va dire l'intra, donc vraiment les unités d'hospitalisation. Mais on peut ouvrir à des structures en ambulatoire. Donc, selon en fait la discussion qui va être menée avec le chef de pôle et les cadres sup, on peut intégrer différents dispositifs ambulatoires au périmètre de l'observation. Donc, comme je l'expliquais, ça peut être des CMP, des équipes mobiles, voilà. Voilà. Bah, c'est ce que Annie avait précisé dans le chat, qu'elle avait participé à une observation avec une équipe mobile notamment. Donc, elle avait déjà répondu à la question. Elle a parlé un petit peu du contrôleur général des lieux de privation de liberté et a fait le lien avec la CDSP, donc la Commission départementale des soins psychiatristes, dont elle va nous parler prochainement. Ceux qui ont des questions sur cette instance vont pouvoir avoir leurs réponses dans la suite de la présentation. J'essaie de reprendre toutes les questions. Ah oui, il y avait une question sur la possibilité d'associer l'HAS sur de la rédaction de recommandations, et moi j'irais plus loin, d'associer la commission des usagers peut-être sur la rédaction de recommandations dans l'établissement pour la suite de Quality Rights. Alors, la HAS, comme je l'ai expliqué, c'est deux démarches qui sont quand même différentes, donc nous, on va essayer quand même d'apporter un regard différent de la démarche certification HAS. Donc, on va pas forcément solliciter la HAS pour rédiger les pistes de recommandation. L'idée des pistes de recommandation, c'est vraiment de les formuler de façon collégiale avec l'équipe d'observateurs en essayant de vraiment croiser les différents regards. Ensuite, concernant la CDU, nous, parfois, ce qu'on fait, c'est que quand on n'a pas le temps de réaliser des entretiens avec des membres de la CDU de l'établissement, on peut proposer, après l'observation, des temps d'échange, soit par téléphone, soit en visio, pour discuter avec la CDU, justement, de comment ça se passe en gros au sein de l'établissement, et donc ça peut nous apporter des informations très intéressantes pour compléter ce qui a été observé pendant l'observation, et puis également pour nourrir notre réflexion sur les pistes de recommandation. Ok, alors ensuite, j'ai une question sur la possibilité éventuellement de réaliser les entretiens, j'imagine, en visioconférence sur des patients qui auraient des grosses difficultés à se déplacer, par exemple, dans le cadre de votre méthodologie d'entretien pendant l'observation.
Je suis pas forcément sûre de très bien comprendre la question parce que les entretiens qu'on propose aux usagers, c'est les patients qui sont hospitalisés pendant l'observation. Donc en fait, ils sont là, ils sont présents. La question est plutôt de savoir s'ils sont disponibles et volontaires pour réaliser cet entretien. Mais voilà, en fait, pendant l'observation, on sollicite les patients pour des entretiens, les patients qui sont actuellement hospitalisés au sein du service en question. Ok, je crois que j'en ai vu une dernière, je vais essayer de... Ah, c'était dans le cadre d'une hospitalisation à domicile. D'accord. Dans ces cas-là, c'est vrai que si l'observation intègre par exemple les équipes mobiles qui interviennent à domicile, à ce moment-là, si la personne est d'accord, on peut éventuellement lui proposer un entretien à ce moment-là. Mais moi, j'ai jamais réalisé d'entretien en visio avec des patients après l'observation. Ce qu'on privilégie quand même, c'est de pouvoir faire les entretiens avec les patients qui sont présents pendant l'observation. Ok. Alors, on en a parlé un petit peu de l'HAS. Alors, j'imagine, l'HAS les prend-elle en compte? Est-ce que vous avez peut-être, pas vous directement, mais des remontées de liens qui peuvent être faits au moment d'une certification éventuelle avec le passage avant de Quality Rights ou des choses comme ça? Ce qui arrive parfois, c'est qu'en effet, un établissement va nous solliciter pour une observation Quality Rights suite à un passage compliqué du CGLPL ou à une certification HAS qui n'a pas forcément été très concluante. L'idée parfois pour ces établissements, c'est que suite à cette certification HAS, ils peuvent être assez... perdus en fait sur comment concrètement améliorer les choses au sein du service. Et donc, ils peuvent en fait nous solliciter, nous, équipe Quality Rights, pour une observation, pour essayer en fait d'avoir des pistes d'action et de changement concrets qui peuvent donc du coup venir compléter en fait cette certification HAS. Voilà. Ok. Alors, j'ai une question. Je ne sais pas. Moi, je suis pas sûre de pouvoir la comprendre. Je vais voir si Charlotte, peut-être que tu auras une réponse. Mais est-ce que ce programme pourrait s'étendre à d'autres domaines que la psychiatrie? Alors, j'aurais tendance à dire que Quality Rights, c'est sur les droits en psychiatrie. Donc, mais peut-être qu'on peut imaginer des choses et que vous avez des idées. Alors, donc, nous, pour l'instant, les observations qu'on propose, donc c'est vraiment en psychiatrie adulte. On est en train de réfléchir à comment adapter notre méthodologie d'observation à la pédopsychiatrie. Donc ça, c'est une piste, mais pour l'instant, on est en train de travailler là-dessus. Et on a souvent, en fait, par exemple, des personnes qui ont participé à une observation en tant qu'observateur ou observatrice qui nous disent que ce serait intéressant de déployer aussi le programme pour les établissements du médico-social. Donc ça aussi, ce serait une possibilité, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Et nous, pour l'instant, notre piste, c'est vraiment notre axe de travail, c'est plus d'adapter le programme à la pédopsychiatrie, mais pas encore forcément de s'étendre. Mais voilà, le médico-social, élargir aux établissements médico-sociaux, ça pourrait être également une piste pour nous. Ok. Et j'ai une personne qui dit à l'ASE également. Oui, ça pourrait être en effet une piste. Ouais. Ok. Alors, je pense que j'ai balayé l'ensemble des questions dans le chat. N'hésitez pas à les remettre si je les ai zappées, je les ai pas dit. Moi, j'ai une question. Je me dis, je suis représentant des usagers en CDU. Là, j'entends parler de ce programme. Et je me dis, ça serait bien qu'on le fasse chez nous. Comment je fais? Du coup, vous pouvez me contacter, moi, ou un autre membre de l'équipe Quality Rights. Et ce qui est possible, ce serait d'organiser
une présentation lors d'une commission des usagers, par exemple. Ça permettrait un premier niveau d'échange avec l'établissement. Et ensuite, suite à cette présentation, à voir si les équipes de soins, si chefs de pôle, cadres sup sont intéressés ou pas pour s'inscrire dans cette démarche. Mais ça peut être un premier temps d'échange possible, organiser une présentation lors d'une commission des usagers. Ok, bon bah, merci Charlotte. Je vois qu'il y a encore des petites choses qui arrivent dans le chat, mais on pourra y revenir. Je vais laisser la parole à Annie qui va se présenter, puisqu'elle a plusieurs casquettes qui vont nourrir le débat aujourd'hui. Elle a déjà répondu à quelques petites informations dans le chat. Donc, je vais lui laisser la parole. Annie, la parole est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, Annie, il y a eu un tout petit bug. Bon, alors, on a évoqué le problème. Il est possible qu'il y ait quelques coupures. Le réseau peut être un petit peu capricieux, mais je pense qu'on va s'en sortir. La parole est à vous. D'accord, merci. Moi, j'ai été RU pendant près de 15 ans, donc c'est quelque chose que je connais bien. Et j'avoue que en tant que parent de malades qui a un problème psychique, ça a quand même permis d'élargir mon champ de vision concernant la psychiatrie. Et pour moi, RU, d'abord en CDU, puis en CDSP, puis ensuite observatrice Quality Rights, comme vous en rendez compte, ça a été un parcours avec des étapes. Moi, en tant que parent, je ne voyais les choses justement qu'en tant qu'aidant, et aidant dans l'incompréhension de la maladie psychique de son proche. Donc la première étape, ça a été de devenir RU dans une commission des usagers, parce que ça m'a permis de voir les choses différemment. Je n'entrais plus dans les établissements psychiatriques en tant que visiteur ou spectateur, parce que c'est ce que j'étais en tant qu'aidant de ma fille, parce que souvent on ne me donnait pas la parole. J'étais là uniquement pour la visiter, pas pour autre chose. Mais en tant qu'RU, là, je devenais actrice. Et c'était important. Et puis, je pouvais entrevoir aussi le fonctionnement de la machine psychiatrique. Je dis bien entrevoir parce que on ne voit finalement pas grand-chose. On a des réunions, certes, on rencontre des gens, souvent les mêmes. On peut demander à faire une visite d'établissement, on peut demander à faire une visite de service, mais on ne voit pas tout. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Mais en tant que RU, je pouvais cette fois-là m'exprimer et surtout porter la parole des usagers. Parce que c'est important de la porter pour être force de proposition ensuite. Je faisais partie d'une équipe. Le parent d'un malade en souffrance psychique a souvent l'impression, parfois vrai d'ailleurs, que les soignants ne l'écoutent pas et ne tiennent pas compte de ses remarques. Par contre, le représentant des usagers est écouté. Et en 14 ans, 15 ans de représentation en tant que RU, les choses ont quand même considérablement évolué et la place du représentant des usagers est beaucoup plus importante que celle que je pouvais avoir il y a 15 ans. Le représentant des usagers est écouté, bien sûr, à condition que ses remarques soient pertinentes et enrichissantes, c'est évident. Et puis être RU, ça m'a permis d'être associée à plusieurs formations sur la bientraitance, la gestion de la crise, ce qui m'a aussi permis de mieux comprendre les difficultés que peuvent rencontrer les soignants au quotidien dans leur travail. Avant, j'étais d'un côté de la barrière, j'étais aidant. Et là, je passais au-dessus de la barrière, je rentrais en contact avec les soignants de la psychiatrie. Et ça m'a permis aussi, ces formations m'ont permis de modifier mon comportement vis-à-vis de mon proche malade, de savoir comment désamorcer une crise, par exemple. J'ai eu également la chance, dans 2 établissements, d'animer une formation sur le droit des usagers,
auprès des soignants. Tout à l'heure, ça a été pointé dans un exemple qui a été donné à propos de l'observation Quality Rights. En effet, il faut savoir que les représentants des usagers peuvent aussi avoir un rôle auprès des soignants et un rôle de formation. C'est important que, notamment les représentants des usagers qui sont des proches de malades psychiques, puissent faire part de leur vécu, de l'expérience du vécu au quotidien avec un proche malade. Et puis de RU en CDU, je suis passée à RU en CDSP. CDSP, Commission départementale des soins psychiatriques. Il y en a une par département. Elle compte, quand on est au complet, elle compte 5 membres, 2 psychiatres, un libéral et un public, un médecin généraliste et 2 représentants des usagers. La mission de la commission commission départementale des soins psychiatriques, c'est justement de visiter les établissements pour s'assurer de la bonne prise en charge des malades, qu'il n'y a pas non plus d'hospitalisation abusive. Cette mission, elle est plus importante parce que celle du RU en CDU, parce que là, les membres de la CDSP, ils ont accès à davantage d'informations. Ils visitent les chambres d'isolement contention, visitent les services, ils vérifient la conformité des certificats médicaux, ce qu'on ne peut jamais faire en commission des usagers. Ils peuvent analyser les rapports isolement-contention. Ils reçoivent les patients qui souhaitent les rencontrer parce que ils ont besoin de parler de leurs conditions d'hospitalisation, de la qualité des soins qui leur sont prodigués. La commission reçoit également les courriers de plaintes et réclamations que peuvent adresser les parents et bien sûr les patients, excusez-moi, et bien sûr elle y répond. Là, le temps que l'on passe dans l'établissement avec la commission est aussi plus long. On y passe d'une demi-journée à une journée quand on veut bien faire les choses. Et pendant ces visites, on pointe les dysfonctionnements, mais on salue aussi les bonnes pratiques. On n'est pas là que pour critiquer, évidemment, sinon ça ne sert pas à grand-chose. On prend des notes pendant toute la visite, on discute avec des cadres de santé, parfois on discute aussi avec des psychiatres. C'est un petit peu plus difficile parce que ils n'ont pas énormément de temps, c'est un peu compliqué parfois. On discute aussi parfois avec des chefs d'établissement. On peut demander à rencontrer les psychiatres, on peut demander à rencontrer le chef d'établissement. Après la visite, on rédige un rapport le plus complet possible sur tout ce qu'on a fait, ce qu'on a vu. Et en conclusion, on y fait des préconisations, des recommandations. Il n'y a pas obligation pour les établissements à mettre en pratique nos observations. Ce ne sont que des observations, ce ne sont que des préconisations, des recommandations. Et ça, c'est important de le savoir. Ce rapport de visite, il est bien sûr adressé à la direction de l'établissement, qui doit le transmettre au service de psychiatrie. Il faut s'assurer, dans la mesure du possible, que le rapport ne va pas rester bloqué à l'administration dans un tiroir. On a fait une visite dans les services, on a rencontré des soignants, on a apporté des observations, il faut que ça serve. Et donc, il faut que le rapport il redescende dans les services de psychiatrie. Le but, c'est de faire en sorte que l'établissement améliore ses pratiques pour que la personne hospitalisée soit bien traitée et que sa prise en charge soit la meilleure possible. On a pu faire dans des rapports de visite des observations qui ont été particulièrement, j'osais dire, virulentes. Ça a d'ailleurs déclenché la visite du contrôleur général des lieux de privation dans cet établissement où les choses ne se passaient pas de manière conforme. Et c'est aussi notre mission de pointer les dysfonctionnements.
il faut aussi repréciser aux représentants des usagers qu'ils peuvent demander, si ça n'est pas automatiquement fait, que le rapport de visite de la CDSP soit communiqué en commission des usagers et en conseil de surveillance, parce que c'est une base de discussion aussi. Donc ça, vous pouvez le demander. Et puis la troisième étape, finalement, j'ai encore élargi un petit peu plus mon champ de vision avec une observation Quality Rights. Bon, c'était ma première observation, donc je suis pas aguerrie. D'autres que moi, d'autres observateurs pourront en parler beaucoup mieux que moi. C'était une très bonne expérience parce que là, c'est une immersion presque complète. Donc en fait, je suis passée de quelques heures dans un établissement à une demi-journée, voire une journée, et là, c'était plusieurs jours. On essaye de tout passer au crible. C'est ce qui m'a surprise, moi, parce que je m'attendais pas à interroger autant de personnes. On y rencontre le maximum de gens sur place, des gens de toute qualité, que ce soit des agents, des soignants, on l'a dit tout à l'heure, des médecins généralistes, des médecins psychiatres, des assistantes sociales, l'équipe mobile, l'équipe de CMP. Bien sûr, on rencontre les patients hospitalisés dans la mesure où ils sont d'accord pour qu'on puisse les rencontrer. On les rencontre sur le lieu, donc en intra, en hospi, mais on peut aussi les rencontrer au CMP, évidemment. Le but, c'est de faire la photographie la plus complète de l'établissement, de glaner le maximum d'informations. On est là on n'est pas là pour juger. On fait des constats. Notre observation, ça doit ensuite amener l'établissement à apporter des améliorations en matière de prise en charge des patients et de qualité des soins. Mais je répète, on ne juge pas. Donc, on fait plus de choses encore en observation Quality Rights, on y voit beaucoup plus de choses et on y passe plus de temps. Et on est aussi plus nombreux. Excusez-moi. Là, c'est mon chien qui se réveille. Là aussi, on prend note et on fait un rapport. Ça a été une expérience très riche parce que très dense, mais fatigante aussi. Pour conclure, je dirais que être RU, que ce soit en CDU, en CDSP, en observation Quality Rights, c'est avoir en tête l'intérêt du patient. On se pose toujours les mêmes questions. Est-ce qu'on le traite bien? Est-ce qu'on respecte ses droits? Est-ce qu'on lui propose au patient un accompagnement de qualité, que ce soit dans le service de psychiatrie, quand il est hospitalisé, mais que ce soit aussi à l'extérieur, une fois qu'il sera sorti de l'établissement. Moi, ces expériences-là ont enrichi ma pratique d'accueillante auprès des familles, parce que j'avais besoin de savoir comment ça se passait. Moi, je ne voyais qu'un versant quand j'accompagnais ma fille en hôpital. Je voulais voir un peu comment ça se passait derrière le miroir, en quelque sorte, pour pouvoir aussi mieux répondre aux questions des familles qui appellent et qui sont complètement désorientées, qui savent pas un petit peu comment ça va se passer pour leur enfant qui est hospitalisé. Et puis aussi, ça m'a permis de faire la part des choses entre le ressenti des familles et puis ce que l'on voit, ce qui se passe au quotidien dans l'établissement. Quand on est famille, on voit pas tout, évidemment. On a quelquefois aussi des a priori, j'en ai vu, donc je sais. Et puis, ça permet de mieux comprendre les uns et les autres. Parce que sinon, on n'avance pas, et il faut qu'on avance pour que notre proche, lui, puisse avancer. Voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, que peut-être vous n'avez pas posées, mais que vous vous posiez. Merci beaucoup, Annie. Je pense que votre témoignage, vous avez dit que tout ça vous a enrichi, mais moi je pense que c'est votre témoignage qui aujourd'hui nous a enrichi, puisque voir
les différentes casquettes que vous avez pu avoir et comment vous les avez développées et comment ça a pu développer votre point de vue. C'est, je pense, très très intéressant pour nous et j'espère pour les RUC qui sont connectés avec nous aujourd'hui. Je ne vois pas trop de questions. Il y en avait une sur la connaissance du docteur Philippe Caras-Divan, qui est un professeur au Québec. J'ai pas beaucoup plus d'informations à ce sujet, mais vas-y Charlotte, n'hésite pas à prendre la parole. Oui, j'avais une question pour vous, Annie, sur la CDSP. Je me demandais, est-ce que c'est comme un contrôle du CGLPL, est-ce que c'est une visite inopinée? Enfin, comment l'établissement, est-ce que l'établissement sait que vous allez venir et combien de temps à l'avance? Enfin, comment ça se passe en fait pour organiser votre visite CDSP avec l'établissement? Moi, je sais, j'ai animé des formations pour les représentants des usagers qui veulent être représentants en commission départementale des soins psychiatriques au niveau du siège de l'UNAFAM. Je sais que dans certains établissements, les visites peuvent être inopinées. Ça n'est pas du tout le cas, ni dans le Nord, ni dans le Pas-de-Calais, ni dans les Hauts-de-France en général. Les établissements sont toujours prévenus des visites. Ok. Toujours. Et pour une raison, ce que l'on souhaite aussi, c'est rencontrer des patients lors de nos visites. Il arrive que dans certains établissements, on ne rencontre pas de patients. Je trouve pas ça normal, parce qu'un patient, c'est un Français. Et le Français, souvent, il est quand même un peu râleur. Et un patient, il a des choses à dire et il a des remarques à faire, des observations à faire. Donc, il est important qu'on en rencontre pour voir comment eux vivent les choses de l'intérieur. Et si on fait une visite inopinée, on ne rencontrera pas de patient. D'accord, merci. Et le mandat en CDSP, il vous prend combien de temps à la fois en termes de siéger en instance et sur des visites sur une année à peu près? Alors, avant, quand on était au complet, parce que maintenant nous ne le sommes plus, parce qu'il nous manque les psychiatres, et puis je dois dire que même moi, fin décembre, j'en ai eu un peu assez parce que j'étais à la commission. J'en ai eu un petit peu assez de porter ça parce que c'est un peu lourd. Mais les premières années, on faisait 2 visites d'établissement, 2 visites dans chaque établissement par an. Ça veut dire qu'on visitait 7 établissements, donc les établissements publics qui font des soins sous contrainte. On ne visite pas les autres, hein. On rencontre des patients qui sont sous contrainte. Donc, 2 visites d'établissement, ça faisait 14 dans l'année. On y va soit en équipe, on y allait soit en équipe complète, où on était 5 dans un gros établissement. Dans les petits établissements, on y va en binôme. On peut y passer entre une demi-journée et une journée. Mais c'est pas comme le CGLPL, lui, il reste plusieurs jours sur place. Nous, on est là, on a des missions bien précises, on a une trame aussi précise, la visite du service, la visite de la chambre d'isolement, on regarde le registre isolement-contention, parce que c'est important. Donc, on y passe quand même du temps. Ce qui fait que quand l'équipe a été restreinte, on n'a plus fait qu'une seule visite par an. Aux visites d'établissement, donc ça nous en faisait 7. Aux visites d'établissement, on ajoute les réunions ARS qui sont de 4 par an, une par trimestre, une demi-journée par trimestre, pendant laquelle on fait un certain nombre de choses. Et puis, il faut ajouter, en dehors du temps de visite, le temps de rédaction du rapport de la visite. Et ça prend aussi pas mal de temps. Généralement, on peut penser que le temps d'un rapport de visite, c'est environ 3 heures. Et ce rapport, il est remis combien de temps après la visite en établissement?
On a fait en sorte que le rapport soit remis parce que le rapport, on a une secrétaire à l'ARS qui est spécialisée dans la commission des soins psychiatriques. Quand le rapport est fait, on le renvoie à la secrétaire de l'ARS qui doit le diffuser à l'établissement. On a généralement, on a mis au maximum, on met une semaine à 15 jours pour que le rapport revienne dans l'établissement. Quelquefois, ça peut même aller plus vite. Mais là, moi, je parle Calais. Moi, j'étais présidente de la commission dans le Pas-de-Calais. Ça a été notre première mission dans la CDSP. Ça a été justement de diminuer le temps qui passe entre la visite et l'envoi du rapport. Moi, j'ai connu, quand j'ai démarré, j'étais simplement érue, je venais d'arriver, je connaissais pas. Quelquefois, il pouvait se passer 3 mois, voire plus, entre le temps de la visite et le temps d'envoi du rapport. Je trouve que c'est pas productif. Il faut que l'établissement, s'il en a envie, puisse réagir tout de suite et pas 6 mois après. Ok. Et vous avez parlé de parfois une visite donc de la CDSP peut enclencher une visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté. En pratique, parce que votre rapport, donc qui va être issu des visites, est envoyé à ce contrôleur pour donner l'alerte. Oui, l'ARS le diffuse aussi à un certain nombre de personnes. Ça peut être le contrôleur général des lieux de privation et de liberté, ça peut être le juge des lieux de privation et liberté. Là, il se trouve que le contrôleur avait été alerté, je pense, par l'AS de dysfonctionnement important, ce qui fait que la dame qui est venue avec son équipe d'abord aller rechercher les rapports de visite de la CDSP pour voir en effet quelles conclusions on faisait de chacune de nos visites. Bon, elle y a trouvé notamment dans un rapport des termes très forts, très violents, parce que nous étions choqués, scandalisés. Et nous l'avons aidé. Et donc, ça a déclenché sa visite. Il faut savoir également que chaque fois que le contrôleur des lieux de privation et de liberté visite un établissement, généralement, pendant sa visite, il y a toujours un entretien au moins téléphonique avec le ou la présidente de la commission départementale des soins psychiatriques. C'est aussi notre mission d'alerter. Ok, merci. Alors, moi, j'ai pas plus de questions. J'ai l'impression que le chat ne s'active pas non plus. Mais en tout cas, merci beaucoup, Annie. Je trouve que c'est très éclairant. La CDSP reste une instance assez mal connue et c'est dommage. Puisqu'on voit que finalement, au-delà de la recommandation, elle a un vrai pouvoir. Je pense que c'est une instance importante. Merci beaucoup. Elle n'a pas un pouvoir qu'elle voudrait avoir. Je me permets juste d'ajouter quelque chose. Il faut savoir que les CDSP sont en péril. Hein. Moi, j'ai démissionné fin décembre parce que je n'ai plus de psychiatre avec qui travailler dans la commission. J'ai pas de généraliste. Il n'y avait que 2 représentants des usagers et mon mari étant représentant des usagers, j'ai un peu forcé la main parce qu'il y avait personne d'autre. Remettre en place une CDSP, ça prend du temps et c'est pas simple du tout parce que les psychiatres sont débordés.
faut dire aussi que les défraiements sont pas non plus très importants, donc ça ne les motive pas, hein. Et puis, ils sont débordés, ils n'ont pas forcément envie de, de rentrer dans cette commission. Donc, commission en péril. Ok, bon bah j'aimerais avoir un message d'espoir. En tout cas, on aura un message d'alerte en disant que on maintient l'importance de cette commission, mais qui nécessite de mettre les moyens en argent et en humain pour fonctionner et mener son rôle à bien. Je pense que ça peut être des plaidoyers à porter nous au niveau régional, voire au niveau national, puisqu'il n'y a pas que chez nous que j'imagine ces instances sont en péril. Donc c'est important de pouvoir appuyer cette position-là. Je vous remercie. Merci. Il y a en tout cas des remerciements. Je pense que le chat est d'accord avec moi pour vous remercier pour le fait que votre témoignage est particulièrement enrichissant. Donc, je pense qu'on vous rejoint tous sur ce point-là. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et on va donner la parole donc à Vincent. Vincent, je vais vous laisser vous présenter pour tout le monde. Bonjour, je suis Vincent Marquis. Donc moi, je suis une personne concernée par la problématique de santé mentale. Je suis père aidant, c'est ce que je fais en ce moment. Enfin, je fais d'autres choses, mais je suis principalement père aidant. C'est-à-dire que j'accompagne des personnes concernées sur leur chemin de rétablissement. Je suis RU en CDU et en CPAM et j'ai fait une observation Quality Right. En fait, j'ai connu, j'ai aussi une autre casquette, c'est que je suis proche, je suis un proche aidant. Et donc, j'ai connu Quality Right par l'UNAFAM, par le magazine Un autre regard. Et donc, quand j'ai découvert ça, j'ai été RU en CDU déjà, et j'ai voulu que Quality Right vienne dans le PSM où je suis RU, le PSM établissement public en santé mentale. Et donc j'ai téléphoné à Julie à l'époque au CCOMS. Et j'ai contacté le président de la CDU et il y a eu un gros refus. Qu'est-ce que c'est que ces emmerdeurs qui viennent encore nous noter? Donc, enfin, ils n'ont pas dit comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire. En plus, ils veulent des sous, même si c'est pas grand-chose. Hein, c'est 13 000 euros, Charlotte, c'est ça, à peu près? Alors, ça dépend, en fait, ça dépend des observations. On va dire qu'en moyenne, une observation Quality Right, ça coûte à l'établissement on va dire entre 6 000 et 10 000 euros. Ça dépend en fait du nombre d'observateurs et au sein du nombre d'observateurs, notamment le nombre d'observateurs qui souhaitent être rémunérés pendant l'observation. Et ça dépend aussi du coût des billets de train, du coût des 3 nuits d'hôtel sur place. Voilà à peu près pour les coûts. Voilà, et donc ils m'ont mis ça comme objection alors que le budget de l'EPSM c'est à peu près 1,5 million, c'est un très gros EPSM qui fait toute l'Oise. Et puis il y a un truc super, hein, c'est que le programme Quality Right a décroché un FIOP, Fonds d'innovation organisationnelle en psychiatrie, qui est donc pour ceux qui sont pas en psychiatrie une grosse reconnaissance en plus dessous, mais une grosse reconnaissance de sérieux. Et là, tout d'un coup, ils ont basculé. Ah, c'est la direction, je parle. Hein. C'est un truc reconnu, etc. Ça va nous donner une bonne note, donc faut qu'on fasse. Donc la conclusion, c'est que ça va se faire. Donc en fait, si vous avez l'intention d'en parler en CDU. Enfin, ça dépend de votre direction. Hein. Moi, je connais ma direction, je connais pas les vôtres, mais ça peut être bien. Ça peut être parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent juste pas. De mettre en avant le FIOP, ça donne un gage de sérieux. Et en plus, grâce au FIOP, dans les Hauts-de-France, si je me trompe pas, c'est moins cher ou gratuit, Charlotte, un truc comme ça. Oui, tout à fait. En fait, dans les coûts de l'observation, il y a environ 3 000 euros de coûts ressources humaines, donc c'est-à-dire en gros les chargés de mission qui organisent et coordonnent l'organisation de l'observation. Et donc ces 3 000 euros pour les établissements des Hauts-de-France, ils sont en fait offerts, donc ils sont déduits du coût total.
Voilà, donc après je vais essayer d'être à la restitution de l'observation de mon établissement parce que ça m'intéresse beaucoup. C'est pas gagné pour qu'ils soient d'accord, mais je vais essayer. Ensuite, donc il y a Julie qui m'a dit est-ce que ça t'intéresse d'être observateur? Donc j'ai dit bah, pourquoi pas. Bah, il y a une réunion présentation, formation, sensibilisation. Donc je suis allé à la réunion et je suis parti à une observation à Nancy. Mais en fait, comme j'ai moi-même été hospitalisé en psychiatrie et que ça s'est très mal passé, comme je fréquente quotidiennement des personnes concernées en tant que père aidant, et donc en tant que père aidant, comme je suis un père pour eux, ils me disent pas la même chose parce que les infirmiers, les médecins, ils en fréquentent aussi tous les jours, même sûrement plus que moi, mais ils leur disent pas la même chose. Donc ils me disent des choses qu'ils vont pas dire aux soignants, parce que en psychiatrie, les soignants sont vus et pas forcément à tort comme des gens ayant un énorme pouvoir sur nos vies. Tandis que moi, j'ai pas de pouvoir sur leur vie, je leur dévoile mon expérientiel, je leur explique comment j'ai avancé sur mon chemin de rétablissement, mais je peux pas les identifier, je peux pas les contentionner, je peux pas leur faire de soins sous contrainte, etc., etc. Tandis que les soignants, eux, ils peuvent. Et donc je suis parti à cette observation, et il y a quelque chose qui m'a étonné. C'est qu'en fait, comme vous l'a dit Charlotte, pour tout le monde, que ce soit des soignants, personnes concernées ou famille, c'est sur la base du volontariat. Et en fait, tous les soignants étaient volontaires. Et donc, mon ressenti, c'est qu'on leur avait dit qu'il fallait qu'ils soient volontaires, en fait. Et donc, il y en a certains il y en a beaucoup même, il y a même une majorité qui se sont exprimés, à mon avis, enfin j'ai fait des certifs de la HAS, qui se sont un peu exprimés comme un certif parce que c'est dans leur culture. Ils ont l'habitude, ils ont la HAS, ils ont le contrôleur des libertés, ils ont la qualité. Et le but, c'est pas de s'améliorer, le but, c'est d'avoir une bonne note pour beaucoup d'entre eux. Et donc, ils ont fait la même chose. Donc, ils ont répondu dans l'optique d'avoir une bonne note, alors que c'est pas du tout le but de la démarche. Donc ça, il faut vraiment insister. Il y en a chez qui ça passe et il y en a chez qui ça passe pas. Mais il faut vraiment insister que le but de la démarche, c'est de pouvoir s'améliorer. Qu'il y a pas de bonnes et de mauvaises notes. Il y a des pistes d'amélioration à la fin. Parce que quand on se réunit la dernière journée, certes, on cote, comme vous l'a montré Charlotte, les items du questionnaire. Mais surtout, on propose des pistes d'amélioration pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire mieux. Et c'est ça le plus intéressant, parce que il y en a donc aussi un certain nombre qui comprennent la démarche ou qui sont dans une optique différente et qui nous disent des choses très intéressantes. Et il faut beaucoup plus s'appuyer sur ça pour trouver des pistes d'amélioration, plutôt que sur ceux dont le réflexe, je dirais presque institutionnel, est de dire chez nous tout va bien. Quand en CDU j'ai une plainte ou réclamation, c'est toujours le même circuit qui ne me va pas du tout, mais je travaillerai l'année prochaine pour essayer de le changer, en espérant avoir des collègues, parce que là je suis un peu tout seul. Comment ça se passe chez nous? Il y a quelqu'un qui fait une plainte ou une réclamation, c'est transmis à l'équipe dit on a tout bien fait, et la qualité répond à la personne on a tout bien fait. Ce qui est pas quelque chose de satisfaisant à mon sens. Mais c'est dans ce réflexe-là que sont beaucoup de soignants, parce qu'ils ils sont très critiqués. En psychiatrie en particulier, en médecine générale aussi, mais particulièrement en psychiatrie, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas en psychiatrie. Et donc ils ont l'habitude de dire ah non, moi j'ai tout bien fait, moi j'ai tout bien fait, moi j'ai tout bien fait. C'est vraiment le réflexe. Et il faut vraiment bien communiquer avec les soignants pour arriver à leur faire comprendre que c'est améliorable, comme ça l'est partout, et que nous on n'est pas là pour dire
tu as mal fait ton travail, tu vas te fouetter. On est là pour suggérer des améliorations non pas individuelles mais systémiques. Comment améliorer le système, comment améliorer les processus, et des choses aussi concrètes que les bâtiments par exemple, pour arriver à respecter tout bêtement les droits de l'homme, parce qu'en fait la charte que vous a montré Charlotte des droits des personnes handicapées, en fait, c'est les mêmes droits que la charte des droits de l'homme. C'est juste décliné autrement. C'est juste adapté aux personnes handicapées, mais si on regarde les droits qui sont mis en cause, c'est les mêmes que la charte des droits de l'homme. Donc, le but, c'est juste que les hôpitaux psy, et les cliniques, bien sûr, respectent la charte des droits de l'homme. Après, ce qui est intéressant, c'est les patients. Eux, ils n'hésitent pas à vous dire non, j'ai pas envie, parce que même si on les a briefés, ça les intéresse pas. Mais le grand truc, c'est en fait de faire du couloir, enfin plus précisément du couloir, du fumoir. C'est là qu'on arrive à avoir des choses intéressantes. Même si on fume pas, comme moi, je vapote, on va au fumoir. Et on engage la conversation. Alors pour moi, c'est vachement facile. Je suis impatient comme vous. C'est peut-être un peu différent pour les autres membres de l'équipe. On engage la conversation, on compare nos hôpitaux. Ah, est-ce que tu voudrais faire un entretien? Et là, il y a aussi beaucoup de choses intéressantes qui sortent. Voilà. Et donc, la dernière journée, c'est un travail un peu harassant de cotation, mais la partie suggestion de pistes d'amélioration est très 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 intéressante, parce que c'est vraiment un brainstorming avec des points de vue différents, point de vue des familles, point de vue du psychiatre, point de vue de l'infirmière, point de vue du psychologue, point de vue de la personne concernée, là on s'enrichit beaucoup du point de vue des uns des autres. Voilà, c'est en gros ce que j'avais à témoigner. Merci Vincent. Alors on a quelques réactions qui soulignent l'importance de cet angle d'approche, notamment sur la peur ou les habitus des professionnels, et qui dépendent aussi de la vision un peu stratégique de l'établissement. Et donc Annie qui complétait en disant que le fait de croiser tous ces entretiens, que ce soit patients, soignants, ça permet aussi de faire la part des choses au niveau de ces observations, et j'imagine que c'est la qualité, la plus-value d'avoir l'observation Quality Rights, de pouvoir croiser tous ces points de vue. Voilà, il y a des remerciements. Je pense qu'on va rejoindre. Je rejoins le chat donc pour vous remercier Vincent de votre témoignage. C'est assez enrichissant, et de voir aussi tout à l'heure on parlait de casquettes, donc c'est toujours bien d'avoir ces différents points de vue. Comment vous avez pu aussi vous évoluer dans votre profil, et dans comment tout ça se nourrit finalement, et en tant qu'usager globalement ça vous fait de vous un usager qui peut se faire entendre sa voix auprès des établissements. Voilà, donc principalement des remerciements. N'hésitez pas, si vous avez plus de questions, on a encore quelques minutes pour les aborder. Bon. Je ne vois pas d'autres questions, donc je pense qu'on va conclure. Charlotte, je peux te redonner la parole sur les coordonnées, et peut-être sur la fin du diaporama qui reprend les éléments de contact de votre équipe. Oui. Donc ici vous avez mes coordonnées et celles de ma collègue Julia Faure, puisque donc on est les deux chargés de mission Quality Rights vraiment positionnés pour la région Hauts-de-France, et vous avez également les coordonnées de notre collègue directeur du programme Simon Wasserbach. Donc si jamais vous avez des questions sur le programme Quality Rights, n'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer un mail. Et donc si jamais vous êtes dans un établissement au sein duquel vous souhaitez organiser une
une présentation du programme, c'est tout à fait possible et donc n'hésitez pas à nous contacter. Et je voulais également vous préciser donc que vous pouvez, comme Vincent et Annie l'ont présenté aujourd'hui, participer à une observation Quality Rights en tant que représentant des usagers. Et donc, pour ce faire, en fait, pour devenir observateur, il faut participer à une sensibilisation. Donc là, on a préparé en fait un nouveau module de sensibilisation. Donc ça se fait en visio. Ce sera 2 modules différents de 2 heures. En général, ça se passe sur le temps du déjeuner, donc c'est de midi à 14 heures. Pour cette année, les dates de ce nouveau format de sensibilisation ne sont pas encore fixées. Mais là encore, n'hésitez pas en fait à nous envoyer un mail à moi ou à ma collègue pour en fait nous dire si vous êtes intéressé pour devenir observateur ou observatrice et on reviendra vers vous pour les détails sur la sensibilisation. Oui, Vincent, vous pouvez prendre la parole, je vois que vous levez la main. Oui, pour dire que c'est même pas mal du tout d'avoir des usagers dans les rues d'un établissement public de santé mentale, puisque ils ont l'expérientiel en fait. Il y a des familles qui ont un expérientiel, mais c'est pas le même. Ils ont pas été, qui est intéressant aussi. Hein. C'est complémentaire. Je sais pas qu'il faut pas de famille, surtout pas. Il y a des associations comme 60 millions qui sont intéressantes. Enfin, je dis 60 millions au hasard, hein, mais il y en a un tas d'autres. Nous, on a France Diabète, par exemple, qui sont intéressantes parce qu'ils ont de l'expérience des process. Mais quand dans un EPSM, quand CDU, il n'y a pas d'usagers de la psychiatrie, moi je trouve ça embêtant quand il y en a pas. C'est bien qu'il y ait d'autres personnes, mais quand il y en a pas du tout, je trouve ça embêtant. Je trouve que ça manque vraiment. Tout à fait, tout à fait. Oui, j'appuierais, je pense que c'est un des critères en CDU, mais d'avoir une représentation des associations la plus large possible et notamment des usagers directs et ce qui permet aussi de nourrir les points de vue. Vous le disiez, finalement, c'est des points de vue qui sont complémentaires. Si au sein d'une CDU, vous avez des RU issus d'assauts de personnes concernées, des RU issus d'assauts de proches et des RU issus d'autres associations qui vont pouvoir apporter tous ces regards. C'est ce qui fait que le collectif des représentants va aussi pouvoir porter plein de choses et être plus fort dans son positionnement en commission des usagers. Donc c'est tout à fait ce qu'on porte. Et comme le soulignait Annie, voilà, la seule condition est que cette personne soit adhérente à une association qui aurait l'agrément et qui pourrait donc présenter une candidature auprès de l'ARS. C'est la seule condition qui sera demandée. Et donc, je réponds à la question, on l'avait déjà dit, donc le PowerPoint sera mis à disposition avec le replay de la session d'aujourd'hui, si vous souhaitez pouvoir en bénéficier, pouvoir le relire tranquillement chez vous. Je vois que on retourne sur les remerciements. Je remercie, moi je remercie les intervenants du jour. Charlotte, Annie et Vincent d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin. Je pense que c'est vraiment des témoignages enrichissants, peut-être qui vont créer certaines vocations. Je pense un point qu'on n'a peut-être pas souligné, puisque nous on l'avait dit entre nous, mais on l'a pas souligné. Vous ne pouvez pas être observateur dans l'établissement où vous êtes RU. C'est un point important. Si vous souhaitez vous engager en tant qu'observateur, ça sera dans d'autres établissements. Donc. Tout à fait. Si je me trompe pas, un peu plus que ça, on peut pas être observateur dans un établissement où on a reçu des soins, où je pense même, Charlotte confirmera, où on y a été en tant que proche. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai expliqué. En fait, en tant qu'observateur, faut pas connaître en fait l'établissement, faut pas avoir eu une expérience au sein de l'établissement, puisqu'on recherche un regard neutre en fait sur l'établissement. Eh ben, très bien. Moi, je vous remercie vous en tant qu'intervenant. Je remercie aussi les participants qui sont restés avec nous là pour un peu plus d'1 heure et demie de présentation ce matin.
J'espère que ce format vous a plu, que vous avez pu vraiment découvrir des choses. Et donc là, je vous partage les prochains webinaires. Donc cette année, on a fait un programme annuel des webinaires dans la région. Et donc, je vous invite à pouvoir prendre connaissance de ce programme qui est très complet. Et donc, le prochain webinaire régional, c'est le 4 mars prochain. On va faire avec INEA Santé Numérique un webinaire dédié à mon espace santé. Donc, comment j'utilise mon espace santé en tant qu'usager et comment aussi je peux en parler en tant que représentant des usagers, puisque c'est des questions qui peuvent aussi vous arriver en tant que représentant des usagers sur l'utilisation de mon espace santé, le lien avec les établissements de santé. Donc, Victorine Lévesque de INEA Santé Numérique sera avec nous pendant 2 heures, donc de 10h à midi le 4 mars, pour vous présenter tout ça et répondre à toutes vos questions sur l'utilisation et la valorisation de mon espace santé. Donc, vous aurez à la fin de ce webinaire, quand on va clôturer la séance, vous allez être redirigé directement en fait vers le lien d'inscription pour ce prochain webinaire. Et puis, j'en profite pour évoquer les quelques webinaires qui arriveront là sur le semestre. Donc, le 18 mars, un webinaire sur la Journée européenne des droits en santé, Journée européenne des droits en santé qui est le 18 avril. Donc, l'idée, c'est de pouvoir la lancer officiellement en région. En tant que représentant des usagers, c'est vraiment un moment important pour vous en établissement, parler des droits des usagers, pouvoir aller parler aux usagers et leur faire connaître ces droits. Donc, on va le lancer officiellement le 18 mars avec toutes les petites choses qu'on espère vous mettre à disposition en région. Donc, de la documentation, des outils pour aller parler des droits dans vos établissements et auprès du grand public. Donc, on lancera tout ça le 18 mars, que ce soit les modalités de commande et puis peut-être de petites nouveautés qu'on pourra vous présenter à cette occasion-là. Et le 1er avril, on aura un autre webinaire qui, là, sera consacré donc à la certification dans les établissements de santé. On a pu en parler un petit peu aujourd'hui sur la certification en établissement. Et donc là, notre partenaire, le réseau Santé Qualité Risque, qui est la structure régionale à l'appui à la certification des établissements de la région, viendra vous parler de la certification, vous parler aussi du nouveau référentiel qui va entrer en vigueur au courant de l'année. Et donc un nouveau référentiel qui donne encore plus de part aux représentants des usagers, donc ça sera un point important. Et on finira le premier semestre avec un webinaire sur préparer la semaine sécurité patient. Donc la semaine sécurité patient, c'est un autre moment pour aller rencontrer les professionnels dans un établissement, aller rencontrer les usagers dans un établissement en tant que RU. Et donc ça, c'est en septembre. Et donc on vous propose en juin de pouvoir reparler un petit peu de semaine sécurité patient. On pourra aborder le thème qui sera dévoilé à ce moment-là. Comment l'aborder en tant que RU, puisque vous avez toujours des plus-values, quel que soit le thème, et puis comment aussi vous outiller, un peu comme dans le cadre des JEDS. Donc voilà, c'est tous les webinaires qu'on propose cette année. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, vous avez toutes les communications pour pouvoir les suivre. C'est des webinaires en général sur des formats de 2 heures qui permettent de vraiment prendre le temps d'aborder les thématiques qu'on vous propose. Et puis, tout est mis en replay, donc pour ceux qui ne seraient pas forcément disponibles, vous pourrez toujours les revoir par la suite. Voilà, donc si vous n'avez pas d'éléments à ajouter, je vais vous remercier encore à tous, vous souhaiter une très belle matinée avant de conclure ce webinaire du jour, et encore remercier nos intervenants, donc Annie, Charlotte et Vincent. Et puis je vous souhaite à bientôt pour le prochain webinaire de France Asso Santé Hauts-de-France. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.